Eh bien, bonjour à tous, à toutes et à tous avant tout. Merci de vous être inscrits à cette masterclass et surtout d'y participer. Comme vous le savez, on est là pour parler de retail et de e-commerce. Alors, l'angle qu'on voulait se donner aujourd'hui et le postulat duquel on voulait partir, c'était tout d'abord de se dire qu'on est aujourd'hui dans une époque où, sous l'impulsion du digital, finalement, les marques et les retailers n'ont jamais eu autant de possibilités pour rendre disponible leur catalogue produit et surtout générer des ventes sur leur marché et surtout à l'international, qu'il s'agisse de sites e-commerce en propre, ce qu'on peut qualifier de direct to consumer, de e-retail, de pure player, de social commerce ou même de marketplace, pardon. Donc, il nous semblait intéressant aujourd'hui de parler de ce mix des canaux de vente et de rentrer un petit peu dans le détail finalement de comment faire les bons choix, comment avoir un plan d'action et un plan de déploiement qui soit à la fois efficace et performant sur le long terme. Et pour ça, on a proposé chez Imakina de participer et à nos côtés, on a proposé ça à CWF et à l'un de nos clients qui est Benjamin Laurie. Donc, Benjamin, déjà, avant tout, merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis peut-être que je te laisse, avant qu'on démarre, te présenter en quelques mots. Merci Romain, merci pour cette invitation et je suis ravi effectivement de pouvoir participer à cette masterclass. Et ça va me permettre en plus de présenter le groupe CWF, parce que je suis pas sûr que grand monde connaisse notre groupe. Et donc j'en suis très fier. Pour parler un peu de moi très brièvement, donc Benjamin Laurie, je suis directeur effectivement e-commerce, digital et marketing pour le groupe CWF. Ça fait maintenant 5 ans que je travaille pour le groupe. Et en fait, mon arrivée coïncide effectivement avec notre volonté d'accélérer sur le digital. Et donc, du coup, l'idée, c'est de vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait, ce que nous avons fait pendant ces 5 ans. Voilà. Et puis, pour parler un petit peu de mon parcours, je viens du conseil. J'ai travaillé précédemment chez Capgemini Consulting, où j'étais Tout le monde senior a le défaut. manager. Exactement. Et l'idée, effectivement, je faisais un peu le même job, hein, quelque part, c'est que j'accompagnais des entreprises pour essayer de comprendre en quoi le digital pouvait accélérer leur business et qu'est-ce que ça implique, surtout en termes d'orga, en termes de techno, etc. Et du coup, je suis ravi de faire ça depuis 5 ans pour le groupe CWF. Super, merci Benjamin. Et puis pour terminer le tour de table rapide, puisque je ne me suis pas présenté, je suis Romain Dehaut et donc je fais un métier qui est sans doute pas très éloigné que celui que tu faisais, Benjamin, chez Cap. Et donc je m'occupe du business chez Imakina, qui est une agence digitale qui accompagne des entreprises de taille moyenne et grande à accélérer leur business sur le digital. Donc ça passe par de la stratégie, du conseil, du design et du développement, de l'intégration. Et donc, on collabore avec toi, Benjamin, depuis quelques mois et encore merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vais rapidement partager le sommaire et puis après, je te laisserai présenter CWF, Benjamin. Donc, si vous n'avez pas assisté à la plénière de mardi, on va quand même redonner un petit peu le contexte et présenter CWF, revenir également sur l'histoire du digital finalement au sein de CWF, même si Benjamin le disait il y a quelques instants, ça s'est surtout accéléré à partir de 2018. Comment faire le choix des bons canaux avec un zoom particulier sur les marketplaces, puisqu'on sait que c'est un sujet qui interpelle pas mal. Beaucoup d'entreprises de toute taille se posent les questions de lesquelles choisir, et mes marges dans tout ça, et l'organisation en interne, etc. Donc, Benjamin, tu nous partageras un petit peu ton retour d'expérience. Et puis, on terminera sur quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur chez CWF, de ce que je comprends depuis plusieurs mois, qui est cette approche très héroïste et PNL driven. Donc, tu nous expliqueras un petit peu comment ça se matérialise chez CWF, et puis on partagera un cas concret, un exemple de c'est quoi piloter un projet de manière héroïste avec notamment le projet du site. Voilà. Et ben, je te laisse démarrer, Benjamin, et nous présenter CWF. Avec plaisir. Et du coup, je me suis dit que pour présenter le groupe, quoi de mieux qu'un peu d'image. Il n'y a pas de son. Du coup, c'est moi qui vais faire le son par-dessus pour vous présenter le groupe. Donc, CWF, on est basé aux Herbiers. C'est en Vendée, pour ceux qui ne connaissent pas très loin du Puy du Fou. Et en fait, on est un groupe, on a une 50aine d'années d'existence et on est un spécialiste de la mode textile, fashion, enfant. Et en fait, notre spécialité, c'est qu'on accompagne des marques. On gère en fait des marques sous licence. On a un portefeuille aujourd'hui de 16 marques. On accompagne des marques comme Boss, comme Givenchy, comme Chloé. Et en fait, notre spécificité, c'est de digérer quelque part, le mot est très moche, de digérer l'ADN des marques pour en faire du coup la mode enfant.
Et pour ça, du coup, on a des studios qui sont dédiés pour cela et on va de la création des produits jusqu'à la distribution en passant bien sûr par la production. On a un groupe d'environ 600 personnes et on fait aujourd'hui, à fin 2022, un peu plus de 280 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, on a une belle taille d'entreprise. Et bien sûr, vu qu'on gère des marques internationales, on est présent un petit peu partout dans le. Donc là, vous pouvez le voir effectivement, CWF. Donc, on est basé aux Herbiers, mais on a un magnifique showroom à Paris pour nos clients. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a une distribution qui est un peu protéiforme. On est historiquement ce qu'on appelle wholesaler. Wholesaler, ça veut dire quoi? Ça veut dire que grosso modo, on vend à des revendeurs. C'est une activité B2B, en fait, assez classique. Et aujourd'hui, ça représente 50% de notre business. Et le reste, c'est le retail classique, très classique. À savoir, on est présent dans tous les grands magasins comme les Galeries Lafayette, El Corte Inglés en Espagne, etc. Et là, on est présent dans des corners qui sont des corners à la marque. On vient de voir nos différentes marques du portefeuille. Et on a également une enseigne qui s'appelle Kids Around, qui est une marque enseigne qu'on a développée depuis maintenant quelques années. Et on a à peu près une soixantaine de boutiques aujourd'hui. On est présent à Paris, on est présent dans plusieurs villes de France, présent en Angleterre, en Espagne, en Italie. Et on a également un site e-commerce, c'est ça qui va nous intéresser, kidsaround.com. Voilà, on est présent dans plusieurs pays européens et on est présent également aux États-Unis. Donc, sur cette slide, Si je vous voyez reviens un petit peu, Vas-y, oui, je t'en prie. pardon, je te coupe avant que tu enchaînes sur les chiffres, mais si je reviens sur la vidéo, et moi, ça fait écho à une réflexion que je m'étais faite quand on avait démarré la collaboration ensemble, mais en fait, la vidéo, elle fait vraiment l'emphase sur la partie studio de création, où on voit les équipes qui essaient d'imaginer à quoi pourraient ressembler les produits post-défilé des grandes maisons en ayant ce savoir-faire de comment on leur donne vie pour les enfants. Ça représente combien de personnes, ou alors c'est quoi le ratio de la partie studio de création et personnes qui travaillent vraiment sur la création et la conception par rapport à vos effectifs au global? C'est un peu plus d'un tiers, j'ai envie de dire. En fait, grosso modo, chaque marque a son propre studio et c'est extrêmement important pour nous. Et vis-à-vis des marques, c'est extrêmement important. Chaque studio gère effectivement la collection enfant pour la marque en question. Donc, ça fait un peu plus de 250 personnes, pour être tout à fait franc et transparent. Ils sont tous basés ici aux Herbiers. Et donc, encore une fois, l'idée, c'est de comprendre la marque et de proposer à la maison la collection adaptée pour l'enfant. Donc ici, vous voyez quelques chiffres, comme je vous le disais, on a 50 ans d'existence. On peut se dire numéro 1 de la mode enfant, parce qu'effectivement, on a un positionnement luxe haut de gamme. On travaille pour des marques comme Givenchy, comme Chloé, je vous l'ai dit, comme Lanvin. On vient également d'intégrer Sonia Rykiel. Donc effectivement, on a de très belles marques dans notre portefeuille. Et on a également des marques propres comme Billy Blush. Comme je vous le disais également, donc il y a 50% de notre business, c'est du retail via les grands magasins et puis notre enseigne Kids Around, 16 marques comme je vous le disais, nos magasins et un chiffre important, encore une fois c'est le sujet qui nous intéresse, sur les 280 millions d'euros de chiffre d'affaires, le digital c'est 14% en 2022, donc ce qu'on appelle vraiment le direct to consumer, parce que j'y reviendrai sur l'activité wholesale. On a bien entendu des clients qui sont pure players, tu l'évoquais Romain. La distribution digitale, elle est protéiforme. Donc, on a des clients wholesale qui sont des clients pure players. Mais les 14% là dont je parle, c'est effectivement l'activité qu'on gère en direct avec le client final. Donc, une belle progression parce qu'effectivement, comme je vous le disais, ça fait 5 ans maintenant que je suis dans la société et ça fait vraiment 5 ans qu'on s'intéresse et qu'on se concentre sur cette activité digitale. Donc, on a eu de belles progressions depuis le lancement du digital. Alors, on était existant sur le digital en 2016. Ici, vous avez une petite frise chronologique pour expliquer un petit peu l'histoire. Donc, on avait un site kidsaround.com avant 2018. Mais effectivement, il n'y avait pas d'organisation propre. Il n'y avait pas forcément d'investissement qui était fait sur la partie digitale. Et puis, mon président, Pascal Leblanc, de l'époque, avait la volonté de développer fortement le digital. Et donc, du coup, il m'a confié cette belle responsabilité en 2018. Et donc là, on a grossi en structurant l'activité digitale. Et c'est passé, bien sûr, par le lancement de notre présence sur différents pays, parce qu'avant, on n'était présent que en France, en impliquant également donc, des équipes, parce que derrière, il faut des personnes, il faut du people pour pouvoir gérer cela. Et très rapidement aussi, ce qui était essentiel pour moi, c'était de démarrer des partenariats avec des marketplaces, un sujet effectivement qui en ce moment intéresse beaucoup de monde. Pourquoi j'ai fait cela? C'est parce que effectivement assez rapidement, je travaillais précédemment pour d'autres clients et ce sujet marketplace c'était un sujet qui m'interpellait beaucoup. En fait, tout simplement parce que les marketplaces, ça permet à une entreprise
de se développer assez rapidement sur la partie digitale, parce que très clairement, eux, ce sont des faiseurs sur du digital, ils savent faire, ils ont leur base de données clients. Et en revanche, ils n'ont pas forcément tout le catalogue. En tout cas, cette partie offre, c'est nous qui la gérons. Donc, très rapidement, j'ai voulu me brancher sur des marketplaces et pour un double objectif, chercher de la croissance. Qui dit de la croissance dit que derrière, j'ai pu avoir des moyens pour investir de nouveau et me structurer, etc. Donc, ça permet effectivement de dégager des moyens. Et j'y reviendrai un peu plus tard quand tu parles d'une approche héroïste. Et deuxième sujet qui était extrêmement important pour moi, c'était comment j'arrive à faire rayonner mes marques sur le digital, même si elles sont très connues, mais on connaît plutôt la collection adulte, mais pas forcément la collection enfant. Clairement, ce sont des vecteurs de prise de parole, ces marketplaces-là. Et ça permet également de marketer kidsaround.com. Parce qu'effectivement, derrière, on est vendeur sur une marketplace. Et donc, du coup, ça permet, mine de rien, de marketer kidsaround.com. Et donc, les deux jumelés, la croissance que l'on fait sur Kidsaround et le développement des marketplaces, ont permis d'aller chercher de belles croissances pour le groupe CWF. Et vous avez ici, donc, sur cette petite frise, l'ensemble des partenaires avec lesquels on travaille en marketplace. Et on le voit que chaque année, on identifie de nouveaux partenaires sur lesquels on va se lancer en marketplace. Et enfin, le dernier point qui nous intéresse aussi avec toi, Romain, c'est la refonte de notre site. On a décidé effectivement de complètement remettre à plat notre site Kidsaround, il était temps. Et on part sur une techno Salesforce Commerce Cloud, pour ceux qui connaissent, qui est une super belle techno. Et vu l'ambition qu'on donne au groupe, il était important effectivement d'être accompagné par les meilleures des solutions. Quand on voit cette frise, Benjamin, c'est vrai qu'on se dit que déjà d'une, il y a eu du boulot qui a été fait parce que on n'a pas d'année creuse, il n'y a pas d'année blanche là-dedans. Et je pense que ce qui est intéressant, ce qui peut intéresser beaucoup de boîtes, enfin moi je le vois côté agence parce qu'on échange avec des entreprises tous les jours et souvent nos clients nous disent, vous savez, on n'a pas une équipe digitale on n'a pas une grosse équipe digitale, on est deux, on est trois, on est quatre. Moi, pour le dire autrement, c'est très rare que je discute avec des entreprises qui me disent j'ai une équipe de 50 personnes, vous pouvez y aller, on va tenir le rythme. Donc je trouve que dans ton témoignage, ce qui pourrait être intéressant, c'est peut-être de nous partager à combien vous avez commencé le digital, à quel moment tu as fait des recrutements, ce qui a justifié ou demandé des recrutements, et combien vous êtes aujourd'hui dans ton équipe ou en tout cas impliqué de près ou de loin sur la partie digitale. Alors, pour être tout à fait franc, et je pense que tu avais donné le bon chiffre, on était deux quand j'ai démarré l'activité digitale chez CWF, et ce qui est normal, parce qu'effectivement, quand on est une entreprise et qu'on veut miser sur quelque chose, il faut d'abord montrer que ça marche avant de trop se structurer, s'organiser. Donc, nous étions deux en 2018 quand on a lancé l'activité digitale. Et maintenant, sur l'activité digitale, j'ai à peu près une quinzaine de personnes qui gèrent et le site kidsaround.com et la relation avec les marketplaces. Et j'exclus effectivement toute la partie contenu, les graphistes, etc. Donc, à côté de ça, on a d'autres équipes marketing qui sont également dans mon groupe. Mais sur la partie pure digitale, j'ai une quinzaine de personnes aujourd'hui qui gèrent cette partie-là. Et donc, effectivement, je pense… Oui, pardon. Vas-y. Je t'en prie. Juste, effectivement, pour rebondir là-dessus, ce qui est extrêmement important, c'est de montrer que ça marche. Et c'est pour ça que un patron, quand il se lance dans une activité, si on arrive à lui prouver que ça fonctionne, après, il va pouvoir donner les moyens. Et c'est ça qu'il faut montrer assez rapidement quand on se lance sur le digital. Mais c'est ça qui est magique aussi avec le digital, c'est qu'assez rapidement, on a des choses très concrètes. Et j'y reviendrai aussi quand on parlera d'approche héroïste et PNL. Le digital, il s'y prête parfaitement parce qu'effectivement, 1 euro investi, on sait combien d'euros ça nous rapporte. Et donc, très rapidement, on peut montrer des résultats et donc d'obtenir les moyens, encore une fois. En transition avec cette slide-là, la question que j'allais te poser, c'est aussi quelle a été la dynamique sur le digital. Tu disais aujourd'hui que ça représentait 14% du chiffre d'affaires de CWF. Est-ce que ça s'est fait de manière assez linéaire sur les 6 dernières années? Est-ce qu'il y a eu des passages à vide? Si oui, est-ce que tu sais les expliquer? Peut-être aussi faire un petit zoom sur le Covid en quelques mots, même si on aimerait tous se dire que c'est très loin, même si c'est encore un peu dans les esprits. Mais comment s'est passé on sait qu'il y a un espèce de cap à 10%, à arriver à atteindre ces 10% de part sur le digital. Comment ça s'est fait chez CWF? Ça s'est fait assez linéairement et après, on a eu une extraordinaire accélération avec l'époque Covid, parce qu'effectivement, à l'époque Covid, on avait tous nos magasins qui étaient fermés, que ce soit nos corners en magasin, que ce soit nos clients wholesale, que ce soit notre boutique Kidsaround, nos boutiques Kidsaround, tout était fermé. Et donc, assez naturellement, la consommation s'est déportée vers le digital et donc, du coup, ça a apporté clairement la croissance du digital pour le groupe. Mais pour ça, il fallait être prêt. Et c'est là où
on a eu le nez creux ou le nez fin ou j'en sais rien, mais en tout cas, on était prêt pour effectivement absorber la croissance du digital à travers le site et à travers les marketplaces qu'on avait lancés assez rapidement. Encore une fois, notre volonté, c'était d'aller assez vite pour se structurer sur la partie digitale parce qu'on savait que de toute façon, il fallait qu'on y aille. On a une offre qui est très belle, qui est extraordinaire, donc il n'y avait pas de raison que sur le digital, ça ne fonctionne pas. Et donc, vu qu'on était prêt pour la période du Covid, bah forcément, toutes les forces étaient mobilisées au moment de la période Covid. Ça n'a pas forcément été simple, hein. On a tous travaillé à distance, en télétravail, etc. Donc, c'était une période pour tout le monde très, très complexe. Mais du coup, ça nous a permis effectivement d'aller chercher encore plus de croissance que ce qu'on avait auparavant. Et puis, ça s'est concrétisé là en 2022, où on avait encore une croissance à 2 chiffres. En revanche, effectivement, là, on sent, on a une espèce de plateau. Il y a plusieurs éléments conjoncturels. La récession, ce qui se passe en ce moment, effectivement, en Europe, etc., fait que la consommation est un peu plus stagnante sur la partie digitale. Mais par contre, un réseau physique qui se porte très, très bien. Donc, c'est plutôt une bonne chose aussi. C'est qu'à un moment donné, c'est comme des vases communicants. OK, peut-être que le digital, là, on accélère un petit peu moins, mais ça se déporte sur le physique, ce qui est très bien aussi parce qu'on a besoin de physique. C'est pas le digital contre le physique. Les deux s'auto-alimentent et c'est extrêmement important que les deux puissent en vivre correctement. Et donc, du coup, voilà, là, on arrive à une espèce de... On a toujours de belles croissances et tant mieux. Mais effectivement, on sent que là, ce début d'année notamment et fin d'année dernière, un petit ralentissement sur la partie digitale, très clairement. Faire les bons choix de canaux et maîtriser ses investissements. C'est un peu ce qu'on se disait là, c'est qu'effectivement, si on veut se lancer sur le digital, il faut miser sur les bons canaux. Et encore une fois, la richesse du digital fait que assez rapidement, ce qu'il faut, c'est tester les choses. Il faut tester des choses, il faut se donner du budget, petit budget dans un premier temps, mais il faut tester avec ce petit budget plusieurs leviers et de voir ce qui fonctionne et assez rapidement, du coup, de miser sur ces leviers qui peuvent fonctionner. Et sur la partie canal, c'est un petit peu pareil, en fait. Très rapidement, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et comme je vous le disais, ce qui est important, c'est de multiplier les canaux, donc à travers notre site Kids Around, mais également à travers les marketplaces. Les marketplaces, ça permet assez rapidement d'aller chercher de la croissance, de donner de la visibilité à ces marques, et puis aussi de tester les marchés. Quand on travaille avec des pure players comme Zalando, etc., bah, ça nous permet assez rapidement, sans d'avoir une structure locale forte, de tester des marchés sur lesquels on n'est pas forcément très, très présent. Donc avec Zalando, typiquement, ils sont présents dans tous les marchés, tous les pays plutôt de l'Europe de l'Est. Et quand je dis l'Europe de l'Est, c'est dès qu'on passe la frontière France vers l'Allemagne. Voilà, ça nous permet effectivement de tester des pays et donc du coup de voir que bah, nos produits ont une certaine appétence sur le marché. Et donc du coup, derrière, de se dire bah, pourquoi pas lancer un site Kids Around sur le marché en question. Et c'est comme ça que du coup, on s'est lancé aux Pays-Bas, on s'est lancé en Allemagne, etc. Donc, encore une fois, la multiplicité des canaux est extrêmement importante pour pouvoir tester les choses. Et l'autre intérêt du multicanal digital aussi, c'est que quand il y en a un qui peut s'essouffler, parce que ça arrive, j'ai un exemple en tête d'un partenaire marketplace qui change de stratégie en cours de route et qui se dit, bah, finalement, peut-être que je vais me positionner sur un univers plutôt qu'un autre. Bah, typiquement, je pense à La Redoute qui aujourd'hui a un positionnement plutôt sur la partie mobilier, alors que bah, nous, textile, et donc du coup, on ressent effectivement une baisse de croissance sur la partie textile. Et donc du coup, le fait d'avoir plusieurs partenaires, d'avoir plusieurs canaux, et ben, comme ça, dans la durée, on est capable de tenir et d'être solide. Et c'est surtout ça qui est important. Alors que si on met tous nos œufs dans le même panier, hein, c'est assez bête. Stratégie de diversification pour réduire le risque. Exactement, c'est extrêmement important. Après, sur les marchés abordés en premier, il y avait une dernière question sur cette partie marché. Clairement, nous, on a commencé sur la France. Je t'en prie. On a commencé sur la France parce qu'effectivement, on est très implanté en France et ça faisait sens de commencer sur le marché français. Mais après, effectivement, assez rapidement, on est allé rayonner dans tous les pays d'Europe, voire même, comme je te le disais, aux États-Unis maintenant. On est présent également en Chine à travers Tmall. C'est extrêmement important pour nos marques, vu qu'on a des marques internationales, d'être présents le plus possible sur d'autres marchés que simplement celui de la France. Donc, on a voulu zoomer un petit peu sur les marketplaces, puis comme je le disais en introduction, c'est un sujet qui est assez discuté. Et on sait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se posent des questions. Nous, on le voit beaucoup chez nos clients. Et tu as voulu faire ressortir 6 points clés, ou en tout cas points d'attention quand on veut se lancer en marketplace, ou en tout cas comment bien le piloter pour essayer de s'en sortir du mieux possible. Puis, enfin, au-delà, là, je le formule peut-être un peu trop négativement, parce que dans ce que tu dis, on sent quand même que c'est une vraie arme pour les retailers. Et puis, je pense, et après, peut-être que quand tu concluras cette partie sur les marketplaces, tu pourras aussi nous dire ce que ça représente dans votre revenu digital aujourd'hui. Et pour connaître la réponse avant que tu la donnes,
je sais que c'est non négligeable et qu'aujourd'hui, c'est forcément une branche sur laquelle vous êtes assise et que vous ne pouvez pas forcément scier et qu'en plus, ça permet plein d'opportunités. Donc, peut-être si tu veux dérouler les 6 points d'attention ou en tout cas les 6 étapes clés pour réussir en marketplace. Avec plaisir. Avant toute chose, effectivement, un projet marketplace, c'est un sujet de tuyauterie, si je puis dire. Excusez-moi pour ce vocabulaire très plombier, mais c'est très vrai, c'est que derrière, c'est de la technique, c'est des tuyaux, et il faut s'assurer que les informations qu'on doit diffuser sur une marketplace puissent passer dans les bons tuyaux. Et c'est là où ça peut devenir un peu complexe, mais heureusement, il y a quelques solutions qui nous aident à y voir un peu plus clair, mais il faut quand même rester extrêmement vigilant sur cette partie-là. Et quand on dit qu'il faut être vigilant sur la partie interface, c'est comme créer un site, il faut être extrêmement exigeant sur la partie cahier des charges pour s'assurer qu'effectivement, in fine, ça fonctionne et qu'on ne se retrouve pas avec autant de marketplace, autant d'organisations en face. Parce que ça peut être ça le risque, en fait. C'est que chaque marketplace a un mode de fonctionnement. Et donc, si on ne rationalise pas, très vite, ça peut venir une usine à gaz. Donc oui, très clairement, ce sont des projets IT qui sont complexes. On parle d'échange de flux d'informations. Comme je vous le disais, il existe des solutions qui permettent de nous aider. Mais il faut impliquer fortement l'IT pour que ça fonctionne, parce qu'encore une fois, ce sont des sujets extrêmement techniques. Donc, projet IT complexe, des cahiers des charges sur lesquels il faut être extrêmement précis. Et quand je parle de cahier des charges, c'est pas uniquement sur l'IT, c'est vraiment sur tous les domaines. Quand on parle de marketplace, pour juste bien repréciser les choses, une marketplace, c'est quoi? Moi, vendeur, je vends sur un site sur lequel, un site qui m'appartient pas. On va prendre l'exemple de Galeries Lafayette, par exemple. Et donc, il faut qu'on pousse un catalogue avec nos produits, avec toutes les bonnes informations si on veut être sûr qu'on vend le produit. C'est également pousser le bon prix, c'est pousser la bonne offre quand on fait des offres commerciales. Mais c'est également s'assurer derrière qu'on est capable de récupérer la commande, qu'on est capable de la traiter, qu'on est capable d'expédier le produit et qu'on est capable de gérer tout ce qui se passe après, parce que c'est pas simplement expédier une commande. Un client insatisfait peut renvoyer son produit, ou en tout cas, il a le droit de retourner son produit. Donc, il faut pouvoir le traiter, ce retour. Il faut pouvoir rembourser le client. Et même pour certaines marketplaces, on doit s'occuper du service qu'on appelle le service client, donc répondre aux demandes du client quand il a besoin d'informations, par exemple, etc. Donc, tout cela, effectivement, il faut s'assurer qu'on arrive à diffuser les bonnes informations. Et pour ça, on utilise un outil déjà qui s'appelle un agrégateur de flux. On travaille avec Net-Even et on est très, très content de travailler avec eux parce qu'effectivement, ça nous permet de brancher notre catalogue produit sur le catalogue produit de nos marketplaces. Et donc, du coup, ça permet de mapper, tout simplement. Un produit dans une catégorie sur mon site Internet n'est pas forcément la même catégorie chez une marketplace. Et donc, il faut s'assurer que le maillage se fasse le plus correctement possible et Net-Even nous aide sur cette partie-là. Et ce qui était intéressant également avec Net-Even, c'est qu'ils ont une présence internationale, ils travaillent avec des acteurs internationaux et pour nous, clairement, c'était hyper intéressant de pouvoir travailler avec Net-Even. Je vois que la présentation a sauté, juste le temps que la présentation revienne. Après, je voulais effectivement vous partager un retour d'expérience sur d'autres exigences quand on lance une marketplace. Le point d'après, c'est la partie comptable. Chaque marketplace, derrière, il y a des flux comptables, il y a des flux financiers, et c'est assez complexe à gérer. Et donc, il faut être assez costaud, solide sur la manière dont on va réconcilier les flux comptables entre une facture que la marketplace va nous envoyer et nous, dans nos systèmes, les commandes qu'on a pu préparer, les retours qu'on a pu exercer, les avoirs qu'on a générés, etc., etc. Ce flux comptable, et donc, du coup, le rapprochement comptable, pour nos amis comptables, je pense que ça peut vous parler, le rapprochement comptable est une étape qui est assez complexe. Et du coup, on l'a découvert au fur et à mesure. On essaye d'être le plus exigeant possible dès l'amont vis-à-vis du partenaire pour s'assurer de la bonne réconciliation comptable avec les différentes marketplaces. L'autre sujet qui est derrière, comme je vous le disais, chaque marketplace, ça demande une organisation en soi, des échanges, etc. Et donc, il faut essayer d'automatiser le plus possible, surtout quand on est dans la mode et en retail. On a 2 saisons dans l'année, et puis on a des moments forts dans cette saison-là. Et donc, derrière, c'est tout autant d'animations et tout autant de partenaires, parce que vous l'avez vu, on a un portefeuille de partenaires assez important. Et donc, il faut essayer d'automatiser le plus possible nos processus pour être sûr d'être le plus efficient et pas se perdre dans nos calendriers de l'année. Et enfin, ça répond au dernier point, qui est accompagner, challenger et suivre les résultats. C'est pas parce qu'on travaille avec les meilleurs des partenaires qu'il faut pas être exigeant vis-à-vis de ces partenaires-là.
S'ils sont dans la salle ou en train de m'écouter en masterclass, je pense qu'ils seront d'accord avec moi. C'est extrêmement important de se voir régulièrement, de discuter, de challenger et de suivre les résultats. C'est comme toute activité, c'est comme tout n'importe quel magasin. Il faut le suivre de près et s'assurer que la partie merch est correcte et s'assurer que toute la partie relationnelle client est optimale. Ils nous challenge, on les challenge et c'est plutôt extrêmement vertueux comme manière de fonctionner. Donc tout ça pour dire que derrière, quand on voit ces différentes étapes-là, il y a un travail en amont qui est extrêmement important pour bien cadrer le sujet. Et après, derrière, il y a un vrai sujet de comment je m'organise moi, en interne pour accompagner ce partenariat avec les marketplaces. Donc là, on voulait évoquer Benjamin, avec vous. Ouais, vas-y. avant peut-être que on était sur les marketplaces et je sais qu'il y a quelques mois, vous avez tenté aussi un autre canal qui est celui du live shopping. Ça m'intéresserait peut-être, je sais, c'est pareil, c'était un sujet qui faisait beaucoup parler, donc je pense que ça peut intéresser aussi pas mal de monde d'avoir ton retour d'expérience, les enseignements à tirer, que ce soit en termes de mise en place et puis de performance. Comment ça s'est passé chez vous? Bah écoute, c'est des très bons premiers retours d'expérience. Donc effectivement, on fait du live shopping sur kidsaround.com. On en a fait 3 déjà et on a un planning soutenu pour 2023. Donc on s'est lancé en 2022. Donc on a appris au fur et à mesure. Comme tout projet, on apprend un peu en marchant. Ce qui est primordial, c'est de se faire accompagner, bien sûr, par des personnes qui savent ce que c'est que vendre en direct. Et c'est un vrai métier. Et du coup, je salue le job qui est fait par NemoPoint, qui est une agence qui nous accompagne justement pour gérer cette partie-là. Parce qu'effectivement, vendre en live, c'est pas du tout la même chose que de vendre derrière un écran sur un site internet ou dans un magasin avec un client ou une cliente. C'est pas du tout le même job. Et donc, du coup, ça demande un peu d'organisation et puis un vrai travail de la part des équipes. On a des retours, écoute, extrêmement positifs et j'ai envie de le dire à 2 niveaux. Le premier, c'est déjà en interne, parce que c'est un vrai projet d'entreprise. On fait travailler les studios, on fait travailler bien sûr l'équipe e-commerce, on fait travailler l'équipe projet. Donc, il y a un peu tous les métiers qui travaillent sur ce type de projet-là, parce que c'est des projets assez structurants. Et donc, du coup, rien que ça, déjà, ça fédère les équipes autour d'un projet commun, donc ça, c'est top. Et en plus, c'est plutôt des sujets intéressants. Hein. Le live shopping, ça intéresse un peu tout le monde. Et le deuxième succès, c'est qu'effectivement, pour travailler la notoriété d'une marque enseigne comme celle de Kids Around, c'est important de pouvoir créer des événements et donner rendez-vous à nos clients et créer du contenu derrière. Parce que quand on parle de live shopping, on crée un contenu qui est certes, on pourrait croire éphémère parce que du coup, c'est en live, mais derrière, le contenu est réutilisé et réutilisable sur les fiches produits. Donc, du coup, ça nous crée du contenu. Et ça, c'est extrêmement positif aussi pour et la notoriété du site et puis tout le travail que l'on fait sur le référencement du site de Kids Around. Donc, j'ai des retours que extrêmement positifs à faire. Après, pour être tout à fait franc, hein, si on regarde justement, comme tu le disais, on a une approche très PNL chez nous, très héroïste. On a également une approche PNL sur la partie live shopping. Aujourd'hui, on ne va pas dire qu'on va générer de l'EBITDA pour le groupe grâce au live shopping. En revanche, encore une fois, ça contribue à mon positionnement marketing, ça me contribue à la création de contenu. Donc, si on regarde tout bout à bout, c'est un projet qui est extrêmement intéressant pour le site de Kidsaround. Bon, on l'a pas mal évoqué depuis le début, c'était le thème de la plénière de mardi, cette approche justement très héroïste et très PNL driven que vous avez chez CWF. Donc là encore, si tu veux peut-être en dire un mot et nous expliquer comment ça se matérialise chez vous. Alors écoute, j'ai été assez agréablement surpris en fait quand je suis arrivé chez CWF. On a une vraie force, une vraie culture effectivement PNL et héroïste. Pour chaque projet, pour chaque activité, on a une approche PNL. Et ça veut dire quoi avoir une approche PNL? Ben, c'est parce qu'on construit un PNL. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est on regarde le chiffre d'affaires, on regarde le taux de marge, on regarde les coûts associés, et puis à la fin, on regarde en bas de page si on gagne de l'argent ou pas. Et ça, on l'a à tous les échelons de l'entreprise. Donc c'est drivé bien entendu par le top management, mais chaque personne dans mon équipe, par exemple, est sensibilisée sur cette approche PNL et sait comprendre, lire ce que c'est qu'un PNL. Ce qui fait que quand on lance un projet, on construit le PNL avec les équipes et on regarde du coup effectivement comment on peut optimiser ce PNL-là. Puis une fois qu'on a lancé le projet, bien entendu, on a tout ce qu'il faut comme outils qui nous permettent de challenger, de suivre chaque KPIs qui nous intéresse pour s'assurer qu'on rentre dans les clous. Et c'est cette force-là chez CWF qui fait que aujourd'hui, on a un groupe puissant parce qu'on est costaud, on est solide sur cette partie-là et c'est essentiel, je pense. Et rien quelque chose qui caractérise ça chez CWF,
c'est notre équipe contrôle de gestion que je salue là. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais tant pis, c'est pas grave. Je leur fais un peu de pub. On a des personnes effectivement dédiées au contrôle de gestion qui nous aident à construire ces PNL et qui challengent très fortement le métier pour s'assurer que le PNL tient la route et que ça veut dire quelque chose. Et ça, donc, comme je le disais, on a cette approche-là sur tous nos projets. Le live shopping, on l'avait, mais également sur tous les projets, comme par exemple la refonte d'un site comme Kids Around. Qu'est-ce que c'est que la refonte? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique en OPEX, en CAPEX, etc. Et on regarde ça. Et c'est vrai que du coup, quand on challenge les agences qui peuvent nous accompagner, comme par exemple Imakina, on a cette approche dès le début dans les relations et les discussions qu'on peut avoir avec nos partenaires. Ouais, et on en avait discuté et tu voulais peut-être qu'on illustre un petit peu la manière dont ça s'était passé avant de démarrer le projet de refonte du site Kids Around. Et en fait, on a 3 slides sur lesquels on va pas rester trop longtemps parce que ça pourrait paraître un peu lourd. Il y a des graphiques, il y a quelques chiffres, mais c'est au moins pour partager la philosophie du travail que vous avez mené et sur lequel on a essayé de vous apporter un éclairage. Donc pour recontextualiser rapidement, effectivement, il y a encore quelques mois, vous avez souhaité refondre le site e-commerce de Kids Around et comme beaucoup d'entreprises, vous vous êtes posé la question de est-ce qu'on continue sur la solution qu'on a, est-ce que on en regarde d'autres et tout simplement c'est un espèce de travail d'hygiène que vous avez fait et qui est plutôt sain de se poser la question de regarder autour de soi. Et donc on a à vos côtés, on est reparti finalement des besoins en termes d'expérience utilisateur associés à vos attentes en interne et l'organisation que vous avez. Et on a comparé finalement ce que représenterait et comment pourrait se dérouler et se matérialiser un projet sur plusieurs solutions. Donc, on avait avec vous, on avait fait le choix d'observer, de comparer 4 solutions e-commerce. Donc, on a évidemment caviardé ici parce qu'en fait, il y a plein de solutions sur le marché qui sont très bonnes et il n'y en a pas une qui est très bonne et les autres qui sont très nulles. Donc, tout n'est qu'histoire que de contexte spécifique à un client. Donc, le premier critère qu'on a observé, c'était celui du fonctionnel. Donc, pour observer le fonctionnel, là encore, on part soit du cahier des charges que vous avez, soit d'une expression de besoin avec les macro-fonctionnalités ou ce qu'on peut qualifier de user stories sur un projet. Et en fonction de ça, on a été regarder en fait, pour chaque solution dont on connaît la couverture fonctionnelle, eh bien, si ces solutions couvraient une grande partie de vos attentes en natif à travers des développements spécifiques simples, à travers des développements spécifiques complexes ou à travers des modules existants qui peuvent venir se connecter à la solution. Ça donne un premier éclairage. Donc là, si on prend ce qu'on a à l'écran, on observe que les solutions B et C qui sont au centre, la partie gris foncé est celle qui prend le plus de place. Donc, ça nous indique que les solutions B et C ont une couverture fonctionnelle qui intègre à peu près 60% des besoins que vous pouvez avoir chez CWF en termes d'expérience utilisateur et de besoins en interne. Comme ça ne suffit pas, puisque on est en train de comparer du fonctionnel sans finalement principe de pondération, on va passer sur une analyse un peu plus fondamentale, où là, vous le voyez sur le tableau de gauche, vous avez des entrées qui ici correspondaient à vos attentes plus spécifiquement chez CWF, qui était est-ce que cette solution est performante sur une approche core modèle, ce qui en général permet un développement à l'international. Est-ce que l'expérience sur le back-office pour nos équipes en interne, CWF, est plutôt bien pensée, etc., etc. Et donc là, on va avoir cette approche plus pondérée et ce qui va permettre de faire ressortir certains critères par rapport à d'autres. Et donc, dans le cas de vos attentes spécifiquement, on avait observé que la solution C, peut-être avait représenté plus d'avantages dans un contexte relatif à CWF. Et le dernier étage, c'est celui sans doute qui matérialise le mieux tout ce que tu as dit avant, Benjamin, sur la partie ROI, PNL. Pour ceux, je pense que beaucoup de gens dans l'assemblée virtuelle le savent, mais aujourd'hui, quand on mène un projet de refonte d'un e-commerce ou d'un site plus globalement, il y a 2 choses à prendre en compte. Il y a la partie alors agence, si on passe par une agence pour développer, pour designer, pour mettre en ligne, mais ça pourrait être la même chose si une entreprise le fait en interne. Ça reste du temps d'équipe IT, d'équipe de développement, etc. Donc il y a d'une part le temps de développement, et puis d'autre part, on fait du digital. Quand on fait du digital, on manipule très souvent des solutions qui peuvent être à héberger ou en SaaS, et ces solutions souvent ont un coût.
on plutôt un investissement, on présente un investissement. Et toutes ces solutions ont des business models différents. Il peut y avoir des business models où il y a un coût par commande. Ça peut être des business models où tant qu'on n'atteint pas un palier de chiffre d'affaires de commande sur le site, le coût de la licence va être de temps, etc., etc. Donc on se rend compte qu'il y a quand même des business models assez différents chez les éditeurs. Et l'intérêt d'avoir une approche dite de total cost of ownership, donc de coût de possession d'un site, c'est justement de se prémunir de tout un tas d'idées reçues qu'on pourrait avoir sur certaines solutions en se disant tiens, si on fait le site sur cette solution, a priori on a un TCO qui est hyper compétitif. Et en fait, quand on va regarder en année 2, en année 3, en année 4, parfois on peut avoir des surprises. C'est pas toujours le cas. Parfois l'idée qu'on se fait au début est la même à mesure qu'on va avancer dans le temps. Mais parfois ça permet de se rendre compte que en termes d'investissement, ça peut être moins important sur certaines solutions, mais derrière, en termes de maintenance, d'évolution et donc toute la partie OPEX, ça va demander un investissement qui va être un peu plus important, voilà, à mesure qu'on avance. Donc c'est le travail qu'on avait fait ensemble, ce qui avait permis de sortir des chiffres et à ta demande, Benjamin, c'est vrai qu'on n'a même pas caché ces chiffres-là parce que je pense que c'est des chiffres que tout le monde connaît un petit peu, manipule et aujourd'hui c'est plus très secret de ce que ça représente un projet de e-commerce, mais ça permet aussi de le mettre au regard d'un objectif de chiffre d'affaires que l'entreprise peut avoir et que vous avez, et ensuite de faire ce travail d'ici 2025, d'ici 2026, finalement on aura un coût projet qui représentera 1% du chiffre d'affaires qu'on espère faire en ligne, ou 1,08 ou 1,10, etc., etc. Donc ça permet là encore. Et ça, on l'a fait chez Imakina à tes côtés parce qu'on est une agence agnostique aux technologies. Donc, c'est vrai qu'on a pas mal de retours d'expérience sur plusieurs solutions du marché. On vous apporte des éléments et après vous prenez les décisions par rapport à ce que vous connaissez de vos contraintes, de vos enjeux, etc. Et en tout cas, c'est l'approche que vous avez voulu mettre en place et qui, je pense, illustre assez bien tout ce que tu as présenté juste avant pour prendre une décision qui est peut-être un peu plus éclairée et qui permet aussi de mieux le justifier, je pense, à une direction et à des actionnaires. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des choses que tu veux ajouter, si tu veux compléter sur certains points que j'ai abordés. Non, c'est tout à fait ça. Effectivement, c'était la philosophie de l'approche avec Imakina, c'est de nous aider à avoir un avis éclairé, pas forcément de choisir à notre place, mais en tout cas d'avoir tous les éléments, que ce soit fonctionnel, organisationnel et économique, pour prendre les bonnes décisions. Et c'est en ça où ce travail en amont qu'on a pu faire a été extrêmement éclairant et pour la prise de décision. Et comme tu le dis, c'est pas que moi, Benjamin Laurie, mais c'est également mon top management et puis mes actionnaires, ouais, très clairement. Bon, je crois qu'on a, en termes de timing, j'espère qu'on va pas se faire taper sur les doigts, mais je pense qu'on a été assez loquace. Pour conclure, on souhaitait avoir quelque chose d'assez ouvert et la question que j'avais à te poser finalement, c'est quel conseil le Benjamin de 2023 pourrait donner au Benjamin de 2018 quand il est arrivé chez CWF avant de se lancer dans tous ces projets? Et puis toi, après, plus globalement, est-ce que tu aurais des conseils ou des retours d'expérience à faire aux personnes qui vont participer à la masterclass? Déjà, nous, le premier élément, très clairement, quand je dis nous, c'est effectivement le groupe CWF. Je suis pas sûr, comme je vous le disais en début, que tout le monde connaisse le groupe. Et en fait, si c'était à refaire, effectivement, j'aurais peut-être une position un peu différente dans la relation qu'on peut avoir. On a toujours eu cette espèce de syndrome de l'imposteur chez CWF. Voilà, on est aux herbiers, on est certes une ETI, mais on reste une petite entreprise au regard des grandes marques qui nous accompagnent. Et donc, du coup, effectivement, dans les approches qu'on peut avoir avec nos partenaires, que ce soit les marketplaces, que ce soit même dans les projets que l'on a, parfois, voilà, on essaie de se faire discret, on n'a pas trop envie de bousculer, etc. Et donc, je pense que je dirais au Benjamin d'époque, sois conscient que tu as de la pépite, même si je le savais déjà plus ou moins entre les doigts. Sois conscient de cette pépite parce qu'effectivement, ça permet peut-être d'aller encore plus vite et encore plus fort, même si, encore une fois, ce qu'on a fait en 5 ans, je pense qu'on n'a pas à rougir. Et après, plus globalement, sur le retour d'expérience, comme je vous le disais, ce qui est important, c'est de tester des choses. Et c'est ça qui est encore extrêmement excitant dans le métier du digital. Et je l'ai toujours vu, ça fait un peu vieux machin là, qui parle. Mais dans le digital, il faut tester des choses et c'est en testant qu'on apprend et qu'on découvre des choses. Et c'est comme ça, en plus, qu'en testant, on peut aller voir encore une fois nos actionnaires et dire, regardez, on a testé, ça fonctionne, c'est super, donnez-moi les moyens. Et c'est ça qui est génial, c'est tester, tester, tester. Il n'y a pas mieux. J'ai pas mieux, moi, comme conclusion. Merci, Benjamin, pour ton témoignage. Et puis s'il y a des questions, on les prendra ou on reviendra vers vous éventuellement pour y répondre et vous apporter plus d'informations. Avec grand plaisir. Merci, Benjamin. À bientôt. Salut, bientôt. à très vite.